En effet, lorsque j'ai appris par un appel de la presse, je n'étais pas en France à cette époque-là, ce qui s'était passé à Auvers-sur-Oise, j'aurais pu bien évidemment me murer dans le silence et dans le respect que je conserve d'un service que j'ai eu l'honneur de diriger. Mais il est des circonstances où l'honnête homme n'a pas le droit de se taire. Il est des circonstances où la vérité doit éclater et où la loyauté républicaine exige que l'on parle. Et j'y ai été encouragé par ces quelques personnes pour lesquelles j'ai une très profonde estime et qui, dès la première minute, se sont élevées contre cette opération de police qui n'est pas la plus importante depuis 30 ans, qui est la plus importante depuis la rafle du Veldiv, avec d'ailleurs des symboliques un peu curieuses, puisque, si vous l'ignorez, c'est sur l'emplacement du Veldiv qu'avait été reconstruit l'immeuble dans lequel la DST avait, c'était pas le seul service, mais dans lequel la DST avait ses bureaux. La première de ces personnes, pour laquelle j'ai un très profond respect, je l'ai dit à son fils tout à l'heure, c'est Madame Danielle Mitterrand. Tout à l'heure, vous avez parlé de Michel Tubiana, effectivement. Pierre Bercis a aussi été un des tout premiers à s'exprimer, Monseigneur Gaillot, et puis il y a eu aussi le député François Loncle, dont j'aimerais que le nom fût prononcé aujourd'hui. Et puis, il y a aussi tous ces magistrats de la justice administrative dont on n'a pas parlé et qui ont été les premiers à intervenir dans le dossier en annulant des arrêtés d'expulsion pris contre un certain nombre de membres de la résistance iranienne, et en particulier les membres du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Alors, je veux bien qu'on rende hommage à certains juges plus contemporains, ont bien fait leur travail, et le premier coup d'arrêt donné à cette opération soigneusement orchestrée l'a été par les membres de la justice administrative. Alors maintenant, 3 points, puisqu'on doit parler rapidement. Le premier point, c'est les leçons. Les leçons qu'il faut prendre de ce que j'ai appelé le grand complot, c'est-à-dire une machination qui a été ourdie non seulement entre la France et l'Iran, mais entre la France, les États-Unis et l'Iran, et dont l'invasion de l'Irak était un épisode. Il fallait incontestablement marchander, en tout cas pour les États-Unis, et troquer une neutralité iranienne lors de l'intervention américaine en Irak, bien évidemment contre un certain nombre de mesures. Et parmi ces mesures, celle sur laquelle le régime insistait en priorité, c'était le démantèlement de la résistance iranienne. Vous savez, tous les régimes autoritaires sont obsédés par leur opposition. Moi, j'ai eu à fréquenter des collègues de services étrangers. Jamais, au grand jamais, on ne doit accepter que des accords, des ententes qui peuvent se faire avec tel ou tel adversaire potentiel ou représentant d'un pays sensible se traduisent par des mesures prises à l'encontre des membres de son opposition, surtout si ces membres de l'opposition se trouvent sur le territoire national. Moi, ça a toujours été la condition que j'ai opposée et que j'ai posée à mes interlocuteurs étrangers, de dire d'accord, on travaille ensemble, on peut même échanger des renseignements, mais je vous interdis de toucher un seul cheveu d'un de vos opposants sur le sol français. Eh bien, les Américains, évidemment, sont passés au-delà. Et puis, ça a été aussi la très grande épopée du ministre des Affaires étrangères de l'époque, en Iran, avec cet échange absolument surréaliste dont Jean-Claude Maurice a rendu compte dans son livre. Alors, la première leçon, c'est ça. C'est le grand complot. C'est donc ce grand complot, il faut tout de même dire que ce qu'il a de tout à fait particulier, c'est
l'extraordinaire alliance de deux services que tout oppose, que tout opposait et que tout oppose, que le responsable de la DST de l'époque discute avec ses homologues iraniens me paraît déjà, quant à moi, personnellement, légèrement décalé, pour ne pas dire choquant. Mais de là à organiser avec ce service une opération qui est en réalité pilotée à partir de Téhéran, ça, c'est véritablement des limites qui ont été franchies et qu'ils ne le seront pas forcément davantage. Bon, ça, c'est la première leçon qu'il faut tirer. Mais la deuxième leçon, c'est que finalement, le droit finit par prévaloir. Et Dieu merci, nous sommes encore dans un état de droit. Nous avons, tout au long d'une procédure qui a été un peu polluée au départ, effectivement, par ces interventions fortes du pouvoir politique sur le pouvoir judiciaire, encore faut-il que les juges consentent à se laisser influencer, ce qui n'est pas le cas évidemment de tous les juges. Eh bien, au-delà de ces interventions du politique sur le pouvoir judiciaire, finalement, la nation s'est ressaisie et finalement le droit a prévalu. Alors maintenant, regardons vers l'avenir. La résistance iranienne est reconnue comme résistance et le droit à la résistance à l'oppression est reconnu. Donc aujourd'hui, nous avons à nos côtés, et c'est surtout la résistance à ses côtés, un certain nombre de personnes, mais elle doit regarder, c'est son affaire, elle doit évidemment regarder devant elle, elle doit être assurée en tout cas qu'il faut passer maintenant de la défensive à l'offensive. Le chemin est encore long, à mon avis nous ne sommes qu'à mi-parcours, mais si vous voulez bien, et si Dieu nous prête vie, eh bien nous le ferons ensemble.